Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui espère ne pas refaire le même épisode dans 12 ans. Pourquoi je dis ça? Je pense quand même que vous êtes au courant parce que sinon vous ne seriez pas sur cet épisode. Mais la France a fait le grand chelem, la France a remporté le tournoi 12 ans après une anomalie de plus d'une décennie est réglée. Et puisque nous suivons Fabien Galtier qui ne change pas une équipe qui gagne, je fais de même et j'accueille comme d'habitude Pierre. Salut Pierrot. Salut Simon, salut tout le monde, ouais, quel plaisir. Quel week-end de rugby on a vécu encore une fois. Je sais qu'on dit ça souvent dernièrement, mais pour ce dernier week-end du tournoi Destination, on a eu énormément de plaisir à regarder la France jouer contre l'Angleterre. Et aussi, puisque on le note, on va le noter, que ce week-end, on a parfaitement tous maîtrisé notre partie contre les Anglais, puisque les deux clubs français de rugby à 13 engagés en Super League ont gagné face aux Anglais. Les Dragons contre LKR. Et puis le gros autre défi de la semaine, qui était pour le Toulouse Olympique, les promus, qui ont vaincu le champion en titre Saint-Helens dans une partie assez âpre apparemment. J'ai pas pu la voir malheureusement, mais c'est vraiment le week-end parfait pour les équipes françaises et les équipes de France face aux Anglais. On s'est aussi régalé évidemment samedi soir en regardant le match France-Angleterre et qui a permis, comme tu le dis, de mettre fin à une disette beaucoup trop longue qui fait vraiment du bien pour le moral du rugby français. Ah, c'est clair et quand on voit de si bons résultats dans les deux rugby, on a hâte de voir la Coupe d'Europe en espérant que la dynamique va continuer de cette manière. Alors on va essayer de débriefer quand même ce match et un peu plus largement le tournoi des Nations dans son ensemble. Mais Pierre, samedi, on a vu le match ensemble, on a vibré ensemble, même, je dirais qu'on n'a pas eu trop peur puisque, la France, s'est imposée de manière un peu confortable et a mérité complètement ce grand chelem. Bah, encore une fois, un match plein de maîtrise hein, de la part des Bleus, où peut-être c'est ce qui nous manquait depuis toutes ces années. C'était un peu de maîtrise justement et de savoir dérouler les matchs en les gérant pleinement. C'est ce qui s'est passé samedi soir. Ça se voit du point de vue du score, d'une part, hein, qui est très net en notre faveur, mais aussi en regardant les stats, puisqu'au final, on se rend compte qu'on n'a pas eu tant la même mise que ça sur le match d'un point de vue statistique, mais que pour autant, on n'a pas été plus inquiété que ça non plus. On remarque ça, bah, je pense notamment en termes des mètres gagnés, qui sont une stat qui est assez hallucinante quand je l'ai vu la première fois. Bon, on a presque gagné 2 fois moins de mètres que nos adversaires, ce qui est dans un jeu d'occupation tel que le rugby, paraît absolument hallucinant. Ça veut juste, rien dire, cette stat, quoi. Enfin, si on prenait vraiment que les stats du match, c'est-à-dire la possession, l'occupation, le nombre de mètres gagnés, les passes, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut trouver comme stat, on a vraiment pas l'impression qu'on a gagné ce match et pour autant, on a toujours mené au score. C'est un truc de fou, quoi. Beh, j'ai eu la même réaction que toi en regardant, l'affiche du match parce qu'on prépare évidemment cette émission, afin qu'on n'y arrive pas, les mains dans les poches et ne pas savoir quoi vous raconter. C'est vrai que si on regarde les statistiques et ça prouve la limite d'analyse de chiffres ou de données, même peut-être athlétiques, hein, sur les joueurs. Quand j'ai vu les stats, on aurait dit, une domination anglaise et qu'on n'a pas existé et j'ai trouvé aussi une stat, enfin, qui a même été évoquée un peu partout, hein. Je pense pas que vous la découvrirez dans la gonfle si vous êtes de gros suiveurs de ballon ovale, mais la France, Pierre, n'a passé que 44 secondes dans les 22 britanniques, anglais en l'occurrence, pardon, et pourtant on a marqué 3 essais. Alors ça, ouais, c'est complètement absurde, hein. Franchement, moi, quand tu me l'as dit dimanche matin, parce que c'est sorti un peu le soir du match et puis on en a reparlé le lendemain, ça m'a paru totalement absurde et la première réaction que j'ai eue, c'est des conneries. Pour moi, quand tu me dis ça, j'y crois absolument pas. Et puis même au-delà de ça, on se rend compte qu'il y a eu énormément de plaquages ratés des deux côtés. La stat du pourcentage de plaquage réussi est assez basse. On est habitué plus en France à avoir autour des 80-90% quasiment.
On en a réussi que 77 entre guillemets et les Anglais 72. Ce qui du coup, me surprend un peu que je tant l'impression que j'avais eu aussi, en regardant le match qu'on avait plutôt bien défendu, même si c'est vrai que plusieurs fois on a un peu, on s'est un peu laissé casser le rideau. J'ai trouvé, ouais, que la stat, bah, évidemment la stat des 30 secondes, uniquement passées dans les 22 adverses, pour un match où on marque 3 essais quand même, c'était assez étonnant, quoi. Mais ouais, quand tu regardes, enfin, si vous voulez regarder les stats, vous pouvez les trouver sur différents sites. Nous, on les a pris sur, l'équipe. On est battu dans quasiment tous les domaines, si ce n'est les plaquages, réalisés. Ce qui veut dire que, techniquement, on a plus défendu. Alors, c'est là où, bah, il est intéressant aussi de guider les gens dans la lecture de statistiques. Je pense, Pierre, et tu seras d'accord avec moi, c'est que à part quelques fautes de main, 1 ou 2 séquences de fondamentaux dont une touche ou 2 où on a été, bousculé, où on s'est raté, on a quand même déroulé notre jeu. Et comme cette équipe en a de plus en plus l'habitude, une fois une marge, de points, relativement, importante, engrangée, on laisse le ballon, on occupe le terrain et on cherche vraiment à attaquer que quand on réussit à avancer, quand on a passé une certaine zone du terrain. Je pense que c'est notre ligne des 40. Et en fait, c'est l'efficacité, elle est terrible, parce que voilà, on a passé tellement peu de temps dans la zone, rouge anglaise que tu te dis: «Mais c'est pas possible». Mais en fait, on est sur une équipe qui est vraiment très forte, au point d'écurer l'adversaire, en fait. Je pense qu'on a écuré les Anglais, je sais pas ce que tu en penses? Pour moi, ça a été clairement un match particulier puisqu'évidemment, il y avait il ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette pression-là qui était de gagner le tournoi, hein, à proprement parler, puisqu'en 2021, on s'était pas retrouvé malheureusement dans cette position-là. On l'avait connu en 2020 et on était passé un peu à côté, ce qui était dommage. Mais, sur ce match-là, quand même, il faut pas, sous-estimer la performance anglaise. Notamment en mêlée où on savait qu'ils allaient être présents et où ils ont répondu vraiment présents dans un match où il y a eu énormément de mêlées pour le coup, puisqu'il y en a eu, il y en a eu une quinzaine, qu'on en a perdu beaucoup quand même, malgré tout. On en a presque perdu la moitié. Ça a été un match très difficile de devant et je pense que c'est, encore une fois l'entrée du banc en France, qui nous a permis de tenir le match avec, pour une fois enfin, avec une entrée de Mohamed Aouas que j'aimerais, relever, qui a été, vraiment exceptionnel pour moi. Mohamed Aouas Effectivement, oui. qui a pas toujours eu des excellentes performances en bleu, mais qui a su être là et qui a été essentiel à la victoire, contre les Anglais selon moi. On est repassé aussi dans ce dispositif en 6-2 au niveau des remplaçants et ça a clairement, été important au moment où ils sont rentrés les avances, quand on a remplacé le pack, de devant où on a vraiment pu, reprendre le contrôle du match. Ce qui est pour moi vers la 50e minute puisqu'on subit un peu au retour du vestiaire, clairement. Encore une fois, hein. Ouais, on a encore ce creux au retour du vestiaire. Bon après, l'avantage c'est qu'on avait fait vraiment le travail en première mi-temps et que Mmh. comme, Cécile Gray l'avait remarqué, nos avants ont beaucoup souffert en première mi-temps et ils étaient déjà très fatigués, ça se voyait et du coup je pense qu'on a peut-être subi sur ces 10 premières minutes de seconde période à cause de ça. Et c'est quelque chose qui a complètement changé avec l'entrée, bah, des 3 remplaçants de première ligne et puis comme d'habitude, des impact players comme, Taofik Fenoy, Flamand ou Cretin qui ont fait des entrées encore magistrales et qui ont permis à l'équipe de reprendre, le dessus et encore une fois grâce à un, magnifique, exploit de Dupont qui sécurise la victoire à un moment où on aurait pu commencer à douter. Moi, j'ai eu peur parce que quand on a vu l'essai anglais, à un moment, on a vu la tête à Cyril Baille et je l'ai senti douter un peu. Je l'ai vu, j'ai presque cru qu'il paniquait, ça m'a fait un peu peur. C'est le seul moment où j'ai été un peu inquiet. Quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Aïe, aïe, aïe, il faut pas craquer maintenant» et au final, on s'en sort, grâce, à un exploit.
et bah, purée, ouais, c'est quand il est comme ça, Dupont, c'est presque trop facile pour lui, quoi. C'est clair qu'il a l'air de surnager et on sent qu'aussi aussi que cette ligne de 3 quarts, ou du moins la base arrière de l'équipe de France, aussi permet de faire un bon 6-2. Le style de jeu est fait pour, vu qu'on s'en consomme moins, puisqu'on occupe, on occupe plutôt, le terrain et on laisse la possession à l'adversaire dans quasiment tous les matchs. Ça permet, Pierre, d'avoir des joueurs capables de tenir 80 minutes à haut niveau et de sortir alors c'était pas sur une mêlée, mais on a sorti une sorte de 89 avec, Alldritt qui sert parfaitement Dupont, qui avec ses jambes nourries au bon poulet et au bon canard du Gers, était inarrêtable. Ah ouais, non, c'était assez exceptionnel, hein, comme action encore une fois. On a l'impression que personne n'arrive à rattraper Antoine Dupont. C'est presque c'est un ovni ce mec. Je sais pas comment il fait, mais il arrive à mystifier les défenses, un peu à l'image, de certains petits gabarits qu'on peut voir, bah, avec, évidemment Gabin Villière ou des Cheslin Colby dans le même style. Mais c'est tellement impressionnant à regarder. On a l'impression que c'est impossible, quoi, de l'arrêter quand il est comme ça. Bah, ça et puis ça doit donner une espèce un sentiment de confiance énorme qui crée une sorte de cercle vertueux derrière donc je pense qu'il prend un plaisir, énorme en ce moment à jouer au niveau international, tellement il en réussit tout ce qu'il entreprend. Et puisqu'on parle de l'essai de Greg Aldrit, qui sert, Antoine Dupont, on retrouve les 2 bonhommes, Pierre, dans notre deuxième partie, mais aussi dans l'élection du meilleur joueur du tournoi puisque, l'organisation du 6 Nations a officialisé la liste des 3 joueurs, pour qui les internautes vont pouvoir voter pour être élus, meilleurs joueurs du tournoi. Et donc on retrouve les 2 Français, issus de la formation de Hoche, Greg Aldrit donc un troisième ligne centre, et Antoine Dupont le demi de mêlée, qui sont accompagnés du flanqueur italien, Josh van der Flier. Pierre, alors pour Non, toi qui est le oui? du sud-africain plutôt. Non, il est né en Irlande, Van der Flier, c'est pas lui qui Ah est, oui, ouais, oui, c'est vrai que c'est un Irlandais, ouais. eh oui, 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 c'est vrai que le nom, à consonance néerlandaise peut tromper, mais il est bien irlandais pour le coup et donc Pierre, pour toi, est-ce que, le choix est assez vite fait avec, Dupont ou sur le tournoi, soit Van der Flier, qui fait la triple couronne avec, l'Irlande, soit Aldrit mérite, ce titre? c'est toujours difficile au rugby de désigner un meilleur joueur du monde pour moi et un meilleur joueur du tournoi encore plus parce que c'est vraiment un sport. Ouais, il y a énormément de sports collectifs, on peut en parler, mais c'est vrai qu'au rugby, c'est plus difficile pour moi qu'ailleurs de vraiment briller et de considérer l'exploit d'un joueur comme étant un exploit purement individuel parce que tout seul au rugby, on n'arrive à rien et c'est pour ça que souvent l'image qu'on s'en fait du sport, quand on ne le connaît pas, c'est cette image de la mêlée puisque bon, le rugby, c'est un sport qui est évidemment collectif et que pour avancer au rugby, on peut pas y aller tout seul la plupart du temps et c'est quelque chose, qu'on essaye tout le temps de créer au rugby, c'est cette individualisation en mettant le trophée du meilleur joueur du monde, chaque année comme ça. Bon, pour moi, cette année, c'est, inévitablement sur le tournoi Destination, c'est sûrement, Dupont qui le mérite le plus. On surtout qu'on a tendance à quand même pas mal minimiser le rôle, du numéro 9, surtout que quand on pense à Dupont, on pense avant tout à ses exploits personnels et individuels. Mais il y a toute la partie du travail de l'ombre, de l'organisation, du jeu vraiment auprès comme ça, de la prise de risque, hein, des passes, de la qualité des passes, de toute cette vista et du jeu au pied aujourd'hui qu'on met dans le rôle du numéro 9, qui font que c'est très difficile à évaluer et c'est souvent sous-coté. À l'inverse, du rôle, du numéro 10 par exemple ou du buteur en général, celui qui marque le plus, qui est évidemment le plus visible et le plus notable. C'est pour ça que aussi de notre côté, moi pour le coup, à mettre dans le top 3, j'aurais probablement mis un autre joueur plutôt que Van der Flier, pour la l'Irlande. J'aurais bien aimé qu'on récompense un James Lowe ou un Andrew Conway qui font des super tournois aussi de leur côté.
Mais c'est vrai que c'est un peu facile de récompenser le meilleur buteur et de récompenser le meilleur marqueur d'essai puisque c'est évidemment eux qu'on connaît. J'aurais aimé d'un autre point de vue, j'aurais aimé qu'on parle aussi des exploits des «jeunes» entre guillemets, des petits nouveaux qui font leur première saison, des rookies. Melvin Jaminet C'est vrai. évidemment, qui fait le meilleur bilan comptable en termes de points depuis Romain Tamac, qui faisait aussi son premier tournoi à l'époque en 2020 et qui avait marqué, 54 points il me semble. On a à peu près pareil aujourd'hui avec 55 points pour Melvin et puis on a Marcus Smith qui finit meilleur buteur du tournoi avec 71 points. C'est sa première participation, ce qui est quand même, c'est pas rien. Il sort d'une saison où il finit champion avec les Harlequins. C'est la première fois depuis 2015 où on dépasse les 70 points, le meilleur marqueur du tournoi. La dernière fois, c'était George Ford en 2015 qui avait dépassé ce total-là, mais c'est le premier joueur à dépasser les 70 points depuis cette époque-là. Il faut pas il faut pas minimiser ça et je pense qu'à l'avenir, c'est des joueurs, dont on va entendre de plus en plus parler puisque bon, au-delà de sa qualité au pied, Marcus Smith fait énormément de bien à cette équipe et c'est un des rares points positifs sur lequel les Anglais peuvent se baser selon moi. Mais je pense que déjà il a comblé une énorme frayeur de début de tournoi, c'est-à-dire le forfait du capitaine anglais, Owen Farrell qui n'a pas pu, tenir sa place, lors du tournoi et ça a mis en avant Marcus Smith qui a eu directement sa chance et qui a joué finalement tout le tournoi. C'est vrai qu'il a été brillant, bien que parfois je trouvais qu'on survendait un peu certains de ses matchs. N'empêche qu'il s'est imposé dans l'une des nations les plus importantes du rugby mondial, donc bravo à lui. C'est vrai qu'aussi qu'il y a eu de nombreux rookies qui ont fait de très bonnes performances, hein, tu l'as dit, j'ai pas pu s'ajouter, Jaminet, du coup aussi Marcus Smith, les petits Italiens dont on parlera aussi tout à l'heure. Tout le monde a été impressionnant. Après, pour revenir au meilleur joueur du tournoi, Pierre, en fait, je sais pas si tu te souviens, mais pendant le match, je t'ai dit, franchement, je sais pas si je le donnerais pas à Aldrit, bon, j'ai trouvé vraiment très fort. Bon, Dupont, c'est vrai que oui, il a été bon et tout, mais bon, et en fait, je me suis rendu compte avec un peu de recul, la tête froide, on commençait à accepter l'impressionnant ou l'inhumain de Dupont pour avoir des débats. Et en fait, ça prouve tout simplement que le garçon est dans un monde à part et qu'il est stratosphérique. Voilà, il m'a provoqué personnellement l'effet de Jordan, c'est-à-dire que pour ceux qui ne voient peut-être pas de quoi je parle, en NBA dans les années 90, Michael Jordan n'a pas gagné tous les trophées de MVP des saisons régulières, alors qu'il était toujours au-dessus des autres et que c'était le meilleur. Mais c'était probablement déjà d'une question commerciale pour starifier certains joueurs et, et pour que ce titre, entre guillemets, garde une certaine valeur. Et ben voilà, Dupont m'a provoqué ce sentiment-là et il y a pas de débat selon moi, Antoine Dupont est au-dessus et puis tu te dois, je trouve, hein, que de toujours récompenser l'équipe victorieuse, à moins d'avoir un joueur, qui sort, vraiment, le tournoi de sa vie, un truc inhumain jamais vu encore aujourd'hui. Voilà, c'est pour moi un trophée, c'est pour les vainqueurs, donc il était normal que ce soit un Français qui l'obtienne et c'est très bien parti puisque 2 des 3 prétendants, jouent pour le 15 de France. Est-ce qu'on n'aurait pas Voilà. essayé de récompenser peut-être un Gaël Ficou, qui est le vrai, pour moi, le vrai chef de cette équipe? C'est celui qui a le plus de sélections. Il fait un tournoi monumental aussi, hein. C'est pas lui qui marque le plus d'essais dans cette équipe, mais le tournoi qu'il fait quand même, hein. Beh, c Franchement, hein, en défense, en attaque, partout. Il y a quelques joueurs comme ça de toute façon, hein, globalement dans l'équipe de France, il y a quand on y réfléchit aux meilleurs joueurs du tournoi, déjà, il faudrait essayer de désigner le meilleur joueur de l'équipe de France et déjà ça, c'est pas simple. Mais purée, Gaël Ficou, le tournoi de malade mental qui nous sort, hein. Ah mais c'est clair, hein. Après, comme tu le dis, il est surtout capitaine de la défense, il est un peu moins marqué qu'à certaines éditions, sans que ce soit d'ailleurs une mauvaise chose, hein, c'est pas du tout une critique.
mais il est capitaine de la défense et Pierre, tu le sais, le travail de l'ombre, c'est jamais celui qui est le plus récompensé. Encore qu'au rugby, c'est pas toujours le cas, mais on a toujours tendance à mettre, en avant les gens qui scorent ou les gens qui brillent par les coups d'éclat, par ce qui finit dans les temps forts des médias. Donc voilà. On aurait aussi pu citer Cyril Bay, hein, qui est tout simplement monstrueux, qui est le meilleur pilier du monde, à mon avis, à mon humble avis et lui aussi aurait pu mériter et c'est quand tu fais cette réflexion effectivement, Pierre, que tu te rends compte que c'est déjà difficile de sortir un joueur de Ouais, cette équipe et clairement, c'est ouais, la c'est pas preuve que simple, hein. le plus important, c'est le collectif. Bah oui, c'est sûr. Parce que vraiment, ouais, pour moi, il y a très peu de meilleurs joueurs sur la plupart des lignes, qui sont meilleurs que ceux qu'on a en France. Parce qu'on parle pas non plus du travail de Paul Willemse et de Cameron Wauki qui Tout à font, fait. aussi 2 tournois énormes et qui s'arrachent, à chaque match. Enfin bref, on va pas faire de la branlette, pendant une bonne demi-heure, mais purée quelle équipe, quand même, hein. Bah, sinon, c'est qu'on va citer les 15, si ce n'est les 23 ou voire même peut-être plus. Donc, Ouais, c'est ça. on va pas les comme tu dis, on va pas les chouper, mais en même temps, c'est super plaisant, quoi. Quand tu sors d'une dernière décennie catastrophique pour le rugby français, hormis les les 2 premières années avec un grand chelem et une finale de coupe du monde, tu bien content quand même de faire ces débats-là et tu te forces presque à les faire parce que, on va vous le dire, nous on trouve ça un peu débile, hein, des fois de parler de meilleur joueur du tournoi, ces débats-là, elles devraient pas forcément toujours avoir lieu, en tout cas pas systématiquement, mais là, c'est un peu aussi pour flatter, l'ego du supporter français, que nous sommes et que vous êtes. Parce que, beh, on va beaucoup mieux et on est super content de gagner, tout simplement. Donc voilà. Mais effectivement, bravo à toute l'équipe, bravo au sélectionneur et à son staff qui ont été aussi mises en avant tout au long du tournoi et c'était mérité. Et d'ailleurs Pierre, Fabien Galtier va rempiler jusqu'en 2027. Oui, pour moi, c'est pas vraiment surprenant. Bon, c'est sûr que quand on fait une telle performance, c'est sûr qu'on pense de suite à prolonger le sélectionneur. C'est surtout qu'en plus, je vois pas qui on pourrait mettre à sa place, surtout, au-delà de ça. C'est clair. Et pour moi, la place, même si on n'avait pas réussi à gagner le tournoi cette année, il aurait fallu le prolonger au moins jusqu'à la Coupe du Monde, puisque bon, ça a pas vraiment Mais d'intérêt i quoi son qu'il arrive. contrat le court jusqu'à la coupe du monde, hein. Ouais, voilà, le tournoi, son contrat continuait. Ouais, c'est anecdotique pour moi la prolongation. C'était tellement pas une surprise que j'avais même pas d'intérêt quand, l'info est sortie. L'important c'est de continuer à construire ce groupe et c'est vrai que malgré tout, quand on y pense, l'an dernier, on a fait une performance qui était un peu décevante en tournoi destination, notamment, ce match contre les Écossais qui nous met, vraiment mal. Mais en 2020, on avait déjà posé les bases de quelque chose de très grand et on perd, de manière, super rageante, ce tournoi destination en 2020 à cause du point average. Moi ça c'est bien qu'on ait réussi à le gagner cette année, mais ça fait quelques années quand même maintenant que Fabien Galtier arrive à développer quelque chose d'intéressant en bleu et qu'il faut que ça continue. Parce que bon, l'objectif, c'est sûr que, c'était de gagner d'abord ce tournoi destination pour, le faire pour la première fois depuis 12 ans, comme on l'a dit, ce qui était quand même assez impressionnant, mais qui est pas non plus incohérent quand on voit la qualité du vivier, hein. On a eu quelques années creuses où globalement on avait dû aller chercher certains mecs, comme, je sais pas moi, des Scott Spedding, des Rory Cocotte, des trucs comme ça. Moi, je suis pas contre cet aspect-là de naturaliser des joueurs, hein, c'est pas ça le problème, hein, mais généralement, ouais, quand tu as besoin d'aller chercher des mecs à l'étranger comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas profondément dans ta formation. Surtout dans un pays comme la France où on a autant de joueurs de rugby, c'est pas normal qu'on ait à recourir à ce genre de pratique, hein, contrairement à d'autres pays où il y a énormément moins de joueurs forcément. On a vécu des années où la formation française a eu, bah, juste, je pense, une baisse de niveau et qu'on a, Bah, qui aujourd'hui une s'expliquait, hein. qualité. Oui, bien sûr, qui s'expliquait par le fait qu'il y avait pas de réelle politique, entre la ligue et la fédération pour mettre en avant les joueurs français.
Bah, c'est ça, on a eu un championnat, de France qui était composé d'énormément d'étrangers, hein. On les gifs ont d'ailleurs été là parce que c'était la catastrophe et qu'il y avait vraiment très peu de joueurs français par rapport à avant qui évoluaient sous les couleurs des clubs de top 14. Et comme tu l'as dit, on a eu, bah, Willem qui est un des rares à être resté, chez les naturalisés. Il y avait eu Leroux, Nona Spedding, Rory Cocotte. Enfin, il y en a eu, voilà, il y a vraiment une pléthore. Vincent Debatty, même si, c'est un peu plus Ouais, particulier parce qu'il a vécu en France très jeune et qu'il est belge, donc francophone, mais qui voilà, la naturalisation a été un cas beaucoup plus facile pour lui que pour les autres. C'était pas du tout, enfin, c'était beaucoup moins sportif que pour les autres. Mais voilà, c'est sûr que quand tu as fait appel à des étrangers, c'est un peu le révélateur de ton vivier et d'ailleurs, c'est une pratique, qui est là, je pense aussi pour pallier aux problèmes des Britanniques notamment et des nations des îles qui se font piller parce que, bah, par exemple, les nations britanniques, c'est un pays qui est divisé, c'est un royaume qui est divisé. Beh, forcément, ce sont des petites nations, du coup, en termes de population et le vivier est amoindri. C'est-à-dire que le Pays de Galles, c'est un miracle d'avoir, même si on pourra juger leur performance assez moyenne, comme vous l'avez peut-être vu en story avec Pierre, lors du match contre l'Italie, mais c'est aussi, pour combler les manques à certains postes de nations, importantes de ce sport, mais qui ont un réservoir qui est beaucoup plus limité que celui de la France, par exemple. ah bah, ça c'est sûr, de toute façon quand on voit, l'équipe rien que l'équipe qui a concouru avec nous cette année pour gagner le tournoi, hein, les Irlandais, ils sont, heu, ils sont 5 millions. C'est ça. C'est presque 12 fois moins que nous. C'est considérable, hein, en termes de différence et ils Et arrivent à pourtant aligner des équipes avec des mecs, super forts et qui maîtrisent vachement le rugby depuis toujours maintenant, quoi. Enfin, sachant que ça n'est pas leur sport national, donc c'est-à-dire que c'est pas forcément le sport qui a le plus d'inscrits, même si le nombre d'inscrits est assez important. Et sachant aussi que heureusement que la France n'a pas le rugby comme sport national, parce que sinon le nombre de joueurs serait beaucoup plus important et le niveau de cette équipe serait assurément encore plus impressionnant. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Et c'était intéressant d'en parler parce qu'effectivement c'est un détail, qui est quand même, qui pèse quand même son poids dans, bah, dans les résultats et dans les politiques des fédérations internationales, enfin les fédérations nationales, pardon. Heu, donc effectivement, bah, de moins en avoir en équipe de France, c'est plutôt une bonne nouvelle et même si, on voit qu'on en a et que d'ailleurs c'est très bien et puis d'ailleurs c'est assez historique, hein. On avait eu déjà Peter de Villiers dans les années 2000, notamment, qui avait joué, oui, ou il y en a Tony Marsh toujours eu, aussi hein. qui avait joué. Oui, c'est ça, hein, c'est une pratique, qui est pas trop abusive, je trouve, dans le rugby. Donc c'est aussi ça qui est bien et c'est pour ça on peut se permettre de la garder. Et puisqu'on parle d'équipe et de vivier, Pierre, on est d'accord, je pense, pour dire que cette équipe va très peu bouger d'ici quelques mois. Maintenant, pourquoi? Parce qu'elle gagne, mais maintenant qu'elle a gagné, quels sont les objectifs? On sait que Fabien Galtier ne parle du mondial comme si ce n'est pas une finalité. Maintenant, sur les 18 prochains mois, j'ai du mal à me dire: «Bon, bah, la priorité maintenant, c'est le Japon». Pourtant, c'est évidemment ce qu'on va nous dire pour, bah, c'est normal, c'est un discours, même pour les joueurs et tout. Pour toi, qu'est-ce qu'on doit viser maintenant? Quel est le projet? Quel est l'objectif? Heu, comment on annonce, le projet pour les joueurs et quelle vision on adopte? Bah, maintenant, ça va être le plus difficile pour moi puisque bon, on arrive, à avoir un groupe qui est en train d'atteindre la maturité à mon sens. Un groupe, qui est vraiment en train d'exploiter son plus grand potentiel puisque comme, Melvin Jaminet l'a dit en conférence de presse, c'est plus juste, une équipe, c'est vraiment, une grande famille. Le 15 de France aujourd'hui atteint, une vraie cohésion et ça fait plaisir. Et ben le plus difficile, c'est qu'il reste encore un peu plus d'un an avant la coupe du monde, puisqu'elle sera en septembre 2023. Ça va être difficile puisque bon, on va avoir toujours la tentation d'essayer de nouveaux joueurs, dans les test matchs notamment et puis après peut-être dans le tournoi, qui sait?
Il y a quelques mois, on n'aurait pas imaginé que, des mecs comme Brice Dulin soient plus du tout appelés en bleu, que ce soit un Melvin Jaminet à sa place, bon, il y a un an de ça, personne ne le connaissait à part, les mecs qui suivent l'USAP. Hem, c'est difficile. Aujourd'hui, tout va si vite dans les carrières des joueurs, dans la vie sportive d'un groupe, que c'est difficile d'imaginer, un groupe rester complètement inchangé, même si je pense que c'est le but qu'on va avoir et qu'on va essayer de consolider cette équipe. Il y aura toujours les discussions interminables des médias, notamment par rapport à des rivalités possibles pour certains postes, comme à un moment ils avaient essayé de raviver ce débat entre Jalibert et Ntamak, alors que pour moi, ça faisait un moment déjà qu'il était réglé. Bon, en plus, on a l'arrivée de nombreux mecs qui sont pas mal aussi derrière. Est-ce que demain, on va pas avoir une discussion si jamais Julien Marchand, il a une petite baisse de forme, de pas mettre Movaca à sa place? C'est plein de questions qu'on aura peut-être dans les 15 mois qui nous séparent, les 15 16 mois qui nous restent maintenant avant la prochaine coupe du monde. L'objectif, ça va être vraiment de consolider cette équipe, de garder les mêmes mecs et d'essayer de toujours faire jouer les meilleurs, ouais, évidemment. Je suis pas un partisan du fait de garder un mec uniquement parce qu'il a gagné le tournoi ou quoi, mais il va falloir essayer de consolider et de voir, les axes d'amélioration de chacun, puisqu'il y en a, évidemment. L'équipe est très, très forte Bah, en tout point, hein, vraiment, dans tous les aspects du jeu, on est très, très bon, mais il y a toujours des aspects qu'on peut améliorer et on le voit notamment dans les stats. Pour moi, je pense qu'on peut encore s'améliorer sous les ballons au pied. Ça, c'est évidemment un axe sur lequel on peut s'améliorer. On peut encore, s'améliorer en défense, parce que c'est jamais parfait à 100. Il y a des choses sur lesquelles il va falloir travailler évidemment, ça va être sur la régularité au pied puisque bon, même si aujourd'hui personne est à 100 vraiment, ça serait bien que Melvin arrive à perfectionner son jeu au pied et je pense qu'il va y arriver. Au contact, de tous ces joueurs-là déjà dans le groupe France et puis peut-être demain s'il signe à Toulouse. Il y a plein d'axes pour moi qui sont, perfectibles encore dans cet effectif et c'est en ça que les statistiques du match, contre l'Angleterre sont peut-être rassurantes puisqu'au final on gagne ce match en ayant été plus ou moins mauvais de manière statistique. Ce qui montre qu'on a encore, énormément de potentiel en soi. Que notamment on remarque on qu'on peut a gagné, écraser plus que ça, oui. on a gagné que 67 de nos mêlées et on a perdu une touche je crois? Ouais, on a perdu une touche ou plusieurs, je sais plus. Ouais, on a 2 je perdu une crois. seule touche, je dis des bêtises, on en a perdu qu'une. Ah. C'est toujours des choses, sur lesquelles tu peux t'améliorer. Bon après, hein, il y a toujours le droit à l'erreur évidemment, mais c'est là-dessus qu'il faudra travailler et je pense que le staff est assez fourni et assez talentueux pour arriver à identifier les points les points et les axes d'amélioration et ce sera vraiment intéressant de voir le groupe évoluer. Je sais pas si on va effectuer autant de changements que l'an dernier par contre pour les tournées, je sais pas ce que toi tu en penses? Alors je pense vraiment que la tournée va être une énorme parenthèse, dans cette équipe, dans le sens où il risque d'avoir un nombre d'absents assez important. Donc vis-à-vis de ça, on va avoir un peu comme en Australie, une autre équipe, qui va permettre à peut-être certains d'intégrer le groupe, en tout cas le groupe élargi. Après, je suis pas trop d'accord avec toi. Je pense vraiment que Galtier, et d'ailleurs je l'ai entendu le dire, il ne voit plus cette équipe comme une sélection, mais comme vraiment un groupe, comme si c'était son club. Et ses choix, alors, on n'aura pas le même 15 de départ contre l'Angleterre que contre la Nouvelle-Zélande à la Coupe du monde 2023, évidemment, ni même le même groupe, c'est impossible. Et pour des tas de raisons, il y a des joueurs qui baissent de niveau, il y en a certains qui se blessent, il y en a d'autres qui explosent, comme on a eu avec Jaminet il y a pas longtemps. Néanmoins, je pense que les changements vont être quand même très, très, très réduits. On va avoir vraiment de changements de détails, effectivement, peut-être dans l'idée de corriger les petits défauts que tu as cités, hein, le jeu au pied, peut-être dans la mêlée, même si on a quand même énormément progressé dans ce domaine, je trouve. Pour moi, le vrai domaine où devant on va devoir essayer de trouver le compromis, c'est la touche. Et encore, j'ai du mal à comprendre comment faire parce que ben, cette troisième ligne, moi, je n'y toucherai pas. Et, euh, et force est de constater que Woki en deuxième ligne, ça fonctionne aussi.
Donc est-ce que Willem C, va être sur la sellette si jamais on trouve un bon joueur, capable de prendre les touches aussi? Il faudra voir. Après son profil est quand même nécessaire aussi, c'est ça qui est compliqué. Mais oui, je vois pas ce groupe bouger. Maintenant, moi, ma question, Pierre, c'est de savoir, comment on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a en tête maintenant on travaille à jusqu'à quand? Est-ce qu'on travaille jusqu'au tournoi? Est-ce qu'on travaille jusqu'à la coupe du monde? Hem, on sait que le groupe en lui-même va travailler étape par étape, c'est normal et puis de toute manière, ça sert à rien de mettre la charrue avant le bœuf, ça peut être la pire chose. Mais il y a quand même un processus de mon court moyen terme qui doit être mis en place et je pense que, l'idée judicieuse, c'est quand même de préparer la coupe du monde. Je m'explique, on va aller au tournoi, 2023 avec, l'étiquette de favori, mais on va se déplacer 3 fois, bien qu'on se déplace en Italie. Ça va être un tournoi où on pourra quasiment pas faire mieux, si ce n'est, le Grand Chelem à l'extérieur avec 3 matchs à l'extérieur, ce serait un peu mieux effectivement, mais on risque de faire moins bien. Il y a en tout cas une probabilité plus importante à ce qu'on ne gagne pas le tournoi ou à ce qu'on ne fasse pas le Grand Chelem. Donc et d'ailleurs, je trouve que c'est pas inintéressant d'avoir cette période-là parce que ça va apprendre, à cette équipe à rebondir. Il faut aussi, peut-être, douter un peu avant d'arriver à la coupe du monde. Ça apaiserait aussi la pression, que les Français mettraient sur les autres équipes, l'attente. Donc ouais, j'ai un peu ce doute-là, est-ce qu'il faut parce que sinon on peut aussi gagner le tournoi, faire le grand chelem et être encore plus impressionnant, arriver avec un groupe qui n'a jamais été aussi fort avant une coupe du monde. Ça peut aussi, peut-être propulser des mecs parce qu'ils ont pas l'air d'avoir la même mentalité que les équipes de France précédentes et vraiment les créer des assoiffés de victoire, mais on sait que plus tu gagnes, plus ça devient difficile de gagner. Donc toi, Pierre, comment tu vois ça? Est-ce que, faire moins bien en 2023, ce serait si terrible pour le tournoi? Ou vu que l'objectif peut être de se projeter sur la coupe du monde, il faut aussi s'en servir de laboratoire pour voir les défauts qu'on peut avoir, essayer de les corriger et trouver on va dire la quintessence de ce groupe? Bah, pour moi, il y a clairement dans le tournoi 2023, ça sera clairement d'abord, des matchs, pour se tester juste avant la coupe du monde. Après, je pense qu'on va s'en servir, probablement pour faire les derniers ajustements, mais qu'on va garder la même ossature, c'est important. Pour moi, je vois pas vraiment de révolution dans la charnière et au poste d'avant, notamment, je pense qu'on va garder la même ossature à ce niveau-là. C'est derrière qu'il y aura des questions qui vont se poser. Après, par rapport à la coupe du monde, on démarre, par le match contre la Nouvelle-Zélande qui va être, directement un choc, peut-être le match le plus important au final, puisque ça va donner le ton pour tout le reste et que si on le gagne, ça peut évidemment tout changer. Si on perd aussi, pour moi, il faut vraiment profiter du tournoi destination. J'ai pas le calendrier, sous les yeux, mais il va falloir profiter de ce tournoi destination-là comme une, «rampe de lancement» entre guillemets, où on pourra, évidemment passer à côté, ce sera pas réellement le problème, mais il faut qu'on arrive à résoudre, les choses qui vont se poser à ce moment-là et solidifier le groupe, titulaire. Il va falloir s'en servir évidemment comme d'un laboratoire de ce tournoi à destination puisque bon, ça va être la dernière étape avant la coupe du monde. C'est les derniers matchs qu'on va jouer, en tant qu'équipe de France. Donc ça va être, évidemment un test et qu'on va pouvoir, peut-être mettre certains mecs dans des situations pour les tester justement. Après la coupe du monde, ça va être particulier puisque bon, certes, on démarre, par la Nouvelle-Zélande, mais ensuite on a des matchs, un peu plus faciles. On va recevoir l'Uruguay, puis on va avoir l'équipe, le 1er qualifié d'Afrique et on va finir par l'Italie. Bon, a priori, ça devrait pas trop mal se passer pour nous dans ce groupe, sauf surprise évidemment, mais on devrait finir premier ou second. Je pense que, on peut encore arriver à la coupe du monde avec certaines questions. Mais il va falloir les résoudre rapidement quand même pour éviter de vraiment se faire surprendre par la Nouvelle-Zélande à la maison et prendre le risque de douter par la suite, quoi. Bah, c'est clair que, il faudra être prêt dès le jour 1 et ne pas répéter l'erreur de 2007 où on était exactement dans les mêmes conditions, sauf, l'adversaire qui était l'Argentine, mais
On avait perdu d'entrée, on perd en sortie aussi contre les mêmes d'ailleurs et le scénario pourrait d'ailleurs se répéter du coup, puisqu'on n'affrontera pas, la Nouvelle-Zélande à nouveau, si ce n'est en finale ou petite finale selon les scénarios. Et effectivement, il va falloir corriger certaines choses, mais je pense vraiment que le tournoi 2023, si on le gagne pas, il faudra pas non plus paniquer, parce que l'Irlande est forte, parce que l'Angleterre ne va pas avoir le choix aussi que de se bouger les fesses pour ne pas arriver dans la pire des configurations, parce que, bah, c'est pas flamboyant, hein, les 2 derniers tournois des Anglais, même si c'est un peu mieux que l'année dernière et la 5e place, les Anglais ont quand même perdu en Écosse, ont perdu chez eux, face à l'Irlande et ont perdu en France. Et n'ont pas été flamboyants contre les Italiens, bien qu'ils se soient baladés. Mais on sait que, enfin, on l'a vu, hein, parce qu'au vu des autres performances, les Italiens, ils avaient été cramés par les Français. Donc, je pense que ce sera plus dur de gagner le prochain tournoi, mais voilà, moi, le mot d'ordre que j'avais envie de dire, c'est que faudra pas taper sur cette équipe si elle fait des contre-performances pendant l'hiver. Mais ouais, ouais, faut maintenant, faut peaufiner et faut modifier que le strict minimum et les détails. On parle maintenant de détails et j'ai hâte de voir l'éventuel ovni qui peut sortir de cette équipe. J'ai pas trop d'idées comme ça de qui va entrer et Pourrait venir toquer à la porte, hein. ouais, ouais, beh, ça va être passionnant, hein, de suivre ça, dans les 18 prochains mois parce que on a eu une très belle surprise avec Melvin Jaminet que toi tu avais pu anticiper et que tu m'avais un peu partagé puisque on parle rugby ensemble et voilà, tu m'avais donné le nom de Melvin Jaminet avant que tout le monde en parle. Voilà, à voir s'il y en aura un autre comme ça, si Moi, un j'aime beaucoup Léo Berdeux, personnellement. Je trouve, Léo qu'il Berdou est bon, montre de mais très belles choses. je pense vraiment que c'est le genre de poste où on va pas changer. Après, il peut rentrer dans les 23 ou dans les 30 qui iront à la coupe du monde, hein, bien sûr. Mais je le c'est un poste où Ntamak, en plus, a fait un vrai bon tournoi, où on a peut-être la meilleure charnière du monde actuellement. Je vois pas pourquoi on changerait là-dessus, donc à voir, oui, mais je pense que, par exemple, c'est sur les ailes, c'est éventuellement, bah, dans le paquet pour la touche ou bien au centre où tout n'est pas figé. Peut-être aussi, bah, Melvin Jaminet, il doit aussi confirmer au haut niveau, hein, même en club, donc c'est là où il y a des places pour moi, mais on sait très bien que tout le monde va enfin la plupart vont rester, à leur poste et bah, j'ai hâte de découvrir la suite, Pierre. Je sais pas ce que tu en penses, est-ce que tu es prêt à suivre, top 14 coupe d'Europe et matchs internationaux, pour la saison 2022-2023? Ouais, je suis impatient que déjà là, ça reprenne un peu le top 14 puisque ça fait quelques semaines maintenant que ça s'est un peu mis en pause, où on a profité des doublons pour pouvoir faire rejouer certains matchs qui avaient été annulés à cause du covid et tout ça là. Donc où on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Moi, ça commence à me manquer de plus aller, voir l'USAP au stade. Ça fait 2 week-ends que je suis obligé d'aller voir les Dragons parce qu'il y a rien d'autre à faire, donc bon, c'est Le message est passé, il faut vite du rugby, c'est ça? bah, oui, oui, voilà, du 15 surtout quoi, un peu à se mettre sous la dent parce que bon, les saucisses, elles sont bonnes à Gilbert Brutus, mais bon, je préfère quand même aller voir l'USAP, quoi. Ouais, c'est vrai que les saucisses Bernard Gouache plaisent énormément, du côté, du Roussillon. Et Pierre, on voulait finir, ce podcast et cette émission sur, la belle autre surprise, de cette dernière journée du tournoi Destination qu'on a suivi également ensemble, et qui a ouvert le bal. L'Italie, mesdames et messieurs, après 7 ans de disette et pour la première fois à l'extérieur, les Azzurri se sont imposés, face à un Pays de Galles, vraiment, vraiment moyen, sur une action enfin, la victoire est arrivée en toute fin de match sur une inspiration exceptionnelle du feu follet Ange Capozzo, le franco-italien, qui est né et qui évolue à Grenoble en Pro D2, qui jouait sa deuxième sélection seulement chez les grands. Et on avait parlé déjà de l'Italie, Pierre, notamment pour le débrief du match contre la France. On avait senti qu'il y avait quand même de belles choses qui pouvaient se mettre en place, que parfois c'était des détails, que c'était de la précision, que c'était des choses qu'on peut travailler du côté italien pour progresser. Et là, ils ont sorti un match de mort de faim, ils ont été réalistes et ils se sont imposés dans un scénario en plus épique
bah, c'est une bonne chose aussi pour le tournoi, non? Bah, oui, clairement, surtout que pour une fois, je trouve que, les Italiens et l'équipe qui a le mieux joué a été récompensée. Ce qui est pas souvent le cas quand on regarde le Pays de Galles qui a souvent tendance à gagner dans des conditions pas flamboyantes, hein, on va pas se mentir. Les Italiens ont fait leur match, mais surtout ce qui est remarquable, pour moi sur cette rencontre, c'est vraiment à quel point les Gallois ont un manque d'inventivité en attaque. C'est très Franchement, on stéréotypé, ouais. on les a rarement vus, faire plus de 4 phases de jeu avec le ballon en main avant de s'en débarrasser. Et autant il y a des équipes comme la France qui arrivent à faire, quand on les regarde, on a l'impression que le rugby est un sport facile. Autant les Gallois, quand tu les regardes jouer, tu te dis: «Putain, mais comment c'est aussi compliqué, quoi?» Ils Bah, arrivent c'est pas clair à faire, qu'ils sont ils arrivent pas à casser la ligne, ils arrivent pas à faire la passe après contact, ils arrivent pas à jouer les surnombres. Au final, à part mettre l'équipe adverse en difficulté sur du jeu au pied, sur des quilles, envoyées en l'air comme ça, ou sur, des 50-22 trouvés miraculeusement par Bigard, cette équipe-là, elle a pas grand-chose sous le capot et c'est un peu une fin de cycle aussi, je pense. Mais, les Gallois, ils ont encore énormément galéré et je pense qu'ils ont pas considéré ce match-là à la hauteur de l'adversaire, hein. ouais, c'est clair qu'elle est cette équipe est pas dans sa meilleure forme et on l'avait vu venir, hein, que ça allait devenir moyen de gagner pour eux avec un jeu aussi réduit et des fois ce sentiment d'impuissance qu'on a vu contre l'Italie. Après Pierre, c'était le genre de match qui n'était pas gagné par les Italiens avant et cette fois ça a tourné dans le bon sens. Bah, c'est peut-être la naissance du collectif, hein. Surtout autour de certains joueurs qui, comme ça, sont très, très jeunes aussi et qui vont probablement rester là pour beaucoup d'années. Heu, on pense à évidemment Capuozzo qui fait son premier tournoi destination et ses 2 premières sélections et qui éclabousse, de par son talent malgré son gabarit qui est très fin au-delà du fait qu'il soit très petit. Il y a Garbisi aussi qui est à un poste clé, le poste de numéro 10 et d'organisateur qui fait des performances, magnifiques pour son premier tournoi aussi. Hem, Mmh. c'est une équipe qui va n'avoir pas vraiment qui a pas vraiment de contraintes, à l'Italie en soi, tout le monde s'en fiche. À l'Italie, ils partent de tellement bas dans un pays où le rugby est si peu important, que c'est une équipe qui joue sans pression et qui a rien à C'est perdre. vrai. La France, à l'inverse, a tout à perdre et est souvent sous le feu des critiques. L'Italie, c'est pas du tout le cas, tout le monde s'en fiche. Au contraire, tout le monde va se concentrer uniquement sur l'aspect positif et franchement, à la hauteur de l'exploit qu'ils ont réalisé ce week-end, certes face à un pays de Galles, amoindri, et ben ça nous fait presque oublier qu'il y a quelques semaines, on pensait les enterrer et les envoyer perdre un match contre les Géorgiens qui, eux, de leur côté, ont pas fait non plus un 6 nations B, flamboyant et du coup, voilà, au final, en un tournoi, l'Italie, qui malgré tout a pas fait des matchs fous non plus contre les précédents, adversaires, et ben, en un seul match, ils nous ont montré pourquoi, il y avait de l'espoir dans cette équipe et dans ce sport-là, dans ce pays. Et c'est ça la beauté du sport, c'est que un peu, même s'ils ont pas fait un tournoi de fou, et ben, ils nous ont tous fait fermer nos bouches. Beh, ouais, c'est génial et maintenant il va falloir confirmer et ce serait vraiment génial. Je pense que tout le monde serait vraiment content et puis on le voyait, hein, dans les réactions des fans des 6 nations, tout le monde était ravi pour les Italiens de les voir gagner et qu'il y ait une ré bah, que voilà, que les 3 matchs soient indécis, dès du coup de sifflet final jusqu'à la fin donc bah, voilà, on espère que ça durera aussi pour eux et qu'on va pas attendre 7 ans pour les revoir gagner. Voilà, on aimerait bien les voir gagner, un peu plus, même si on espère que la France va nous offrir d'autres grands chelems, avant les 12 Ouais, on prochaines espère années. que ce sera pas contre nous, quoi, hein. Ouais, voilà, s'ils peuvent le faire contre les Anglais, parce que maintenant ça peut être aussi l'objectif du prochain tournoi où en plus bon, ils vont y aller là-bas, mais ils vont recevoir, moins l'année prochaine que cette année. Peut-être d'aller gagner la dernière nation qui n'a jamais perdu contre l'Italie, c'est les Anglais. Je pense que ça peut être l'objectif du prochain tournoi et peut-être de réitérer aussi, la victoire contre le Pays de Galles puisqu'en plus ce sera au Stadio Olimpico pour le Cru 2023.
Bah, écoute, j'ai déjà hâte d'être à l'an prochain et j'ai déjà, très envie de suivre le ce qui va nous attendre en attendant et bah, je souhaitais te remercier pour ce tournoi qu'on a vécu proche, pour offrir ces débriefs et ce contenu, à nos suiveurs, hein. Ils sont quelques-uns, vous êtes pas non plus des millions, mais on est ravis de voir que vous nous avez suivis, en dizaines, hein, ça fait toujours plaisir et bravo Pierre pour ton super tournoi. Tu aurais pu être élu, personnalité média de ce tournoi. Voilà, c'était mon cri du cœur, comme on dit. C'est très gentil. Habituellement, on me remarque plus pour ma descente que pour ma performance en tant que commentateur, hein. C'est vrai que tu es un excellent skieur. Je finirai sur cette phrase. Ben, on va revenir, hein, sur des sujets rugby, ne vous inquiétez pas, même si le foot va faire un petit peu son retour, après cette parenthèse rugby. On parlera du top 14 où il s'est passé plein de choses et Pierre, tu seras évidemment le bienvenu si tu es toujours prêt, à en parler avec moi. Avec plaisir. C'est vrai qu'on rentre dans le dernier sprint, avant les playoffs, du top 14, donc ça va être, évidemment une période, extrêmement intéressante à suivre. Ah oui, la tension va arriver va atteindre, son paroxysme et il va y avoir de sacrées histoires, j'en suis sûr. En attendant, on vous invite à regarder les précédents épisodes si vous les avez manqués ou à les découvrir si vous ne nous connaissiez pas, avant et on vous dit de faire du sport, de vivre le sport, de le regarder, d'en faire ce que vous voulez, mais surtout soyez heureux comme d'habitude. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.